Donc j'ai actuellement en ligne de l'International international Dr Amr Saleh, notre grand professeur dans le domaine de la politique économique, dans le domaine de l'économie politique plutôt. Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Et ma première question porte sur, alors que l'Europe spécialement, qui souffre d'un manque énorme d'énergie, on trouve que l'Égypte essaye d'être un centre régional d'interconnexion électrique, un centre international régional si je peux dire, de ressources de l'énergie renouvelable. Donc, comment vous trouvez l'importance de ça pour l'Égypte et comment ça va renforcer de plus en plus son poids au niveau international? Oui, bonsoir Annie. Bonsoir monsieur. Plaisir d'être toujours avec vous. Tout à fait, vous avez totalement raison. La querelle actuellement qui déroule dans le monde est celui du combat d'énergie. Vous savez, la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine se déroule au fond d'une guerre de l'énergie, une guerre sur les produits alimentaires. Et l'énergie, en fait, est au cœur de cette querelle et de ces combats et de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre actuelle dans le monde est celui de l'énergie et du pétrole. Et donc, d'où, comme vous le disiez, l'importance de la stratégie égyptienne 2030 de l'énergie renouvelable. Vous savez que l'Égypte se propose comme une plateforme internationale pour la production d'énergie. Et vous avez vu aussi comment l'Égypte a essayé au cours du COP 27 de présenter des solutions non seulement pour le développement de l'Égypte, mais pour le développement de l'énergie renouvelable dans le monde. Et vous avez vu au cours du COP 27 comment l'Égypte a plaidé pour une augmentation du financement de l'énergie renouvelable et des politiques visant à diminuer l'effet de serre et du changement climatique. Et donc, d'ailleurs, le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de son allocution et de son discours devant la Banque du développement asiatique à Sharm el-Sheikh, il y a quelques jours, avait aussi plaidé à demander... La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Tout à fait, dont les réunions se sont déroulées à Sharm el-Sheikh. Et vous avez vu aussi comment le président a demandé, a plaidé pour une augmentation des procédures souples, ce qu'on appelle le financement souple, du développement durable dans le monde. Oui. Là, l'Égypte a sa stratégie. L'Égypte, depuis des années, et il faut aussi dire, de ce débat important, il faut aussi mettre l'accent sur la coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis lors du COP 27, lorsque les Émirats avaient décidé de verser un financement de 10 milliards de dollars pour des positions conjointes entre l'Égypte et les Émirats, pour faire de l'Égypte, en fait, une plateforme régionale et mondiale de la production de l'énergie. Et donc, la production d'énergie verte est tout à fait au centre, à mon avis, du développement durable en Égypte. Et la vision du président de la République et de l'État se concentre en fait sur la production de l'énergie renouvelable et la diminution de l'effet de serre, pour ce qu'on appelle, ce qui est plus important, la diminution des coûts des dommages de l'environnement. Oui. À quel point vous trouvez que c'est très important pour l'Égypte d'exporter ces jours-ci l'électricité et quand même, c'est très important également d'avoir une bonne infrastructure tout à fait sophistiquée, notamment dans le domaine des énergies, que ce soit propre, renouvelable, classique ou conventionnel. Et ça pour attirer plus d'investissements et pour arriver à résoudre quand même
cette crise énergétique qui frappe non seulement la région, mais aussi le monde entier. C'est-à-dire... Oui, vous savez que, en fait, vous parlez de l'énergie renouvelable et de l'effet de serre. Vous savez que le problème, c'est que, si vous voulez, le coût des problèmes de l'environnement est énorme. Ouais. Les coûts sont énormes. Par exemple, en Afrique, vous savez, en Afrique, l'Afrique paye à peu près 15% de son PIB, 15% de son PIB contre les dommages de l'environnement. Alors que, par exemple, les États-Unis ne payent que 2%, l'Europe 1%, la Chine, qui est responsable avec l'Inde de l'effet de serre, les pays industriels, la Chine ne paye que 3% de son PIB, alors que l'Afrique paye 15% de son PIB à cause du changement climatique. D'où le coût énorme, un coût énorme de l'effet de serre et du changement climatique. Et d'où aussi l'importance, comme vous le disiez, en Égypte, de cette stratégie de l'environnement, cette stratégie de l'énergie renouvelable, cette stratégie du changement climatique, qui, dans une grande partie de cette stratégie, vise à augmenter la croissance de la production de l'énergie renouvelable, puis aussi que vous savez que l'Égypte est un pays qui donne beaucoup d'importance à l'industrie. Nous avons une industrialisation énorme et donc là, nous avons besoin de davantage d'énergie. Dit énergie renouvelable. Ouais, en fait, pendant la première réunion tenue, non seulement en Égypte, mais aussi au niveau africain, de la Banque asiatique d'investissement d'infrastructures, il y avait des propositions très importantes quand même initiées ou lancées par l'administration de la banque elle-même. C'est un plan pour lutter contre le changement climatique, c'est-à-dire il faut arriver à une sorte d'infrastructure tout à fait résiliente au changement climatique. Et leur slogan brandi, c'est l'investissement dans l'avenir, parce que l'infrastructure du passé ou du présent ne va pas être en marche avec les défis de l'avenir, notamment le changement climatique, et notamment la pollution du globe et ainsi de suite. Donc, comment vous trouvez, par exemple, cette initiative présidentielle qui s'appelle Une vie décente et qui œuvre, qui œuvre à l'intégration entre ces objectifs socio-économiques et à réduire en même temps les émissions de carbone afin de préserver l'environnement? Vous savez, le marché de l'environnement dans le monde est en croissance considérable. Le coût et le volume du marché de l'environnement actuellement est de 1,1 trillion de dollars. 1,1 trillion de dollars, non milliard de dollars. C'est pas $1 milliard, 1,1 trillion de dollars, avec une augmentation l'année dernière comparée avec 2022, avec une augmentation de 22%. Une augmentation de 22%. Des pays comme la Chine investi à peu près 500 millions de dollars, notamment, vous savez, dans des secteurs très importants comme non seulement l'énergie renouvelable, mais par exemple les véhicules électriques. Les États-Unis, par exemple, investissent à peu près 200 milliards de dollars. Donc, nous avons des investissements dans le monde qui sont énormes pour essayer d'arriver, comme vous le disiez, à ce qu'on appelle zéro effet de serre d'ici 2050. Et donc, c'est une grande opportunité, à mon avis. C'est une grande opportunité, à mon avis, pour beaucoup de pays, dans des pays en développement. L'Égypte, par exemple, et beaucoup d'autres pays, une grande opportunité, car ça représente un marché très important pour les pays, mais aussi pour les pays en développement, non seulement des pays industrialisés,
je crois que c'est une grande chance pour faire développer des industries qui sont les industries de demain. Comme je vous le disais, la Chine ou les États-Unis et beaucoup de pays investissent dans Le Royaume-Uni, il faut quand même souligner ce qui s'est passé au sein du Royaume-Uni, au sein de l'administration du Royaume-Uni, qui a fait des déclarations très éclatantes en ce qui concerne son recul de ses engagements visant à réduire les émissions à effet de serre. Comment vous trouvez la situation internationale, la situation géostratégique, géoéconomique? Oui, tout à fait. C'est une grande querelle, c'est une grande question, c'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe, car les pays qui sont responsables, comme je vous le disais, de l'effet de serre, comme les pays industrialisés, comme la Chine, par exemple, l'Inde et les États-Unis ou l'Europe, ne sont affectés que par 1, 2, 3% de leur PIB. Alors que l'Afrique est affectée de 15% du PIB africain. Et les pays africains sont des pays en développement qui ont besoin de beaucoup de sous, de beaucoup d'argent pour le développement, sont affectés par 15%. C'est quand même ahurissant. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et donc, à mon avis, les pays industrialisés, comme vous le disiez, je crois que ils ont un grand problème, c'est d'honorer leurs engagements. Oui. Et si vous voulez, je ne crois pas. Cette question m'avait été posée il y a quelques jours, et je donne la même réponse. Je ne crois pas que les pays industrialisés vont honorer les engagements, car honorer les engagements veut dire verser davantage d'argent. Et vous voyez que beaucoup de pays industrialisés, comme vous le disiez, souffrent de taux d'inflation et de l'augmentation du taux de crédit. Et donc je ne vois pas comment des pays qui souffrent de l'inflation et de la récession économique vont verser davantage d'argent pour les autres. En tout cas, même si les pays industrialisés ont de l'argent, je crois que le problème des pays industrialisés, c'est que ils ne veulent pas honorer les engagements, car logiquement et très simplement, ceux qui vont payer, c'est non pas seulement les gouvernements, mais les entreprises. Ouais. Les entreprises veulent alléger les coûts de production, et donc ce serait totalement contraire au fait de verser davantage d'argent. Ouais. Et donc pour répondre à votre question, non, je ne suis pas optimiste. Je ne crois pas que les pays industrialisés ou les entreprises étrangères vont honorer les engagements, car cela veut dire tout simplement, de point de vue économique... Ils ont de même, c'est plutôt ces grandes puissances économiques mondiales ont de même, notamment le Royaume-Uni, ont déclaré au vu de monde qu'elles ne peuvent pas arriver à être tout à fait tenir à ces engagements. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette dernière question concernant l'industrie ici en Égypte. Toujours, il y a une sorte de tentative pour localiser l'industrie. Donc l'Égypte dispose actuellement d'une bonne infrastructure dans le domaine des énergies renouvelables. Et également, il y a plusieurs autres facteurs, des facilités, des incentives lancés par le gouvernement égyptien afin d'attirer les investissements étrangers dans le domaine de l'industrialisation. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il y aura de plus en plus une sorte d'attraction aux grandes usines mondiales vers l'Égypte à cause de plusieurs facteurs à la tête desquels le fait de disposer une énorme réserve énergétique? Réserve énergétique est un mot qui est très essentiel. Oui, les réserves énergétiques tout à fait attirent un nombre d'investisseurs étrangers, mais ce n'est pas seulement les réserves énergétiques qui représentent un enjeu, mais aussi l'infrastructure. Et en ce qui concerne l'infrastructure, je crois que l'Égypte dispose d'une infrastructure très importante au Proche-Orient qui, en fait, attire beaucoup d'investisseurs. Et donc, je crois que oui, pour répondre à votre question, oui, je crois que l'Égypte attire et peut attirer nombre d'investisseurs. D'ailleurs, comme je vous le disais, l'Égypte
avait signé un accord avec les Émirats arabes unis pour la production de l'énergie renouvelable. Et aussi, bien avant, vous vous souvenez, lors de l'arrivée du président Fattah al-Sisi au pouvoir, son premier geste et un des politiques très importantes que le président avait instauré, c'est la coopération avec la Grèce et Chypre pour maximiser la production de l'énergie et faire en sorte du bassin méditerranéen un bassin de production énergétique basé sur une compréhension et une entente amicale, pacifique entre les pays du bassin méditerranéen. Ouais. Et cela avait entraîné au fait que l'Égypte dispose actuellement de réserves importantes de production de l'énergie, surtout du gaz, et aussi l'Égypte avait bâti, vous vous souvenez, lorsque le président Fattah al-Sisi avait demandé d'augmenter la production de l'énergie, vous vous souvenez que l'Égypte avait augmenté la production et les usines de la production du gaz naturel pour devenir en fait une plateforme énergétique, non seulement régionale, mais aussi au Proche-Orient. Oui, docteur Ahmed Saleh, notre expert dans le domaine politique et économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements.